Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité. Votre succès et votre notoriété sont à l'image de votre voix et de vos tonalités, toujours plus haut. Vous n'avez plus besoin que l'on vous appelle maître, car vous en êtes devenu un. Bonjour Gims. Bonjour, merci beaucoup. Merci surtout d'être là parce qu'on vous attend depuis le début des Clés d'une vie et il y a un nouvel album qui sort dont on va parler tout à l'heure. Mais le principe des Clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Donc j'ai trouvé certaines dates de votre vie, de votre parcours et on va les évoquer à travers des questions et des chansons. La première que j'ai trouvée, c'est le 2 mars 1987. C'est la sortie d'un album que vous allez peut-être reconnaître. Ça, c'est Amour Papa fou. Wemba. Viva la musique, non? Ouais, Amour fou de Papa Wemba. De Papa Wemba, exactement. Et je crois que cet album est important parce que le chanteur, c'est votre père, Gims. Mon père chante avec Papa Wemba dans son groupe. Donc, ça, je devais avoir 1 an. Oui, à peu près. Ça, hein? C'est ça, oui. Pas. Donc, c'est l'époque, c'est les années, fin des années 80. Oui, c'est ça, 87. J'arrive en France. Donc, moi, je suis bercé par la rumba congolaise depuis mon enfance. Oui. Donc, chaque note me ramène dans le passé. Il se trouve que la rumba congolaise, c'est un dérivé de la rumba cubaine qui est née parce que finalement, il y a eu des Cubains qui sont venus en Afrique et qui l'ont lancée. Ah, là, vous êtes dans les racines de l'histoire. D'où l'appellation rumba congolaise. Exactement. Et vous savez qu'elle est aujourd'hui inscrite au à l'UNESCO, bien sûr. Patrimoine immatériel de l'humanité. De l'humanité, exactement. Alors, la musique, pour vous, Gims, c'est une affaire de famille, puisque je crois que votre arrière-grand-père chantait. Oui. Et effectivement. Depuis, tout le monde chante. Depuis, je pense que ça remonte à encore bien longtemps. Je pense qu'on peut remonter. J'étais au Congo il y a quelques temps. J'ai rencontré un historien, donc il me faisait un peu vous savez, comme les griots en Afrique de l'Ouest, la genèse un peu de l'histoire. Et apparemment, la musique et notre famille, ça remonte il y a très très longtemps. Alors, je crois que vous êtes né à Kinshasa et que votre vrai prénom, Gandhi Djouna, n'a pas été choisi au hasard. D'abord parce que je crois que votre père était un fan de Gandhi. Oui, c'est bien ça. Et en même temps, ça devait vous porter bonheur. On dit qu'on porte notre nom, que l'enfant porte son nom, donc il faut bien le choisir. Je pense que ça m'a... Ça a joué, je pense. Oui. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de plutôt posé. On dit que je suis quelqu'un d'assez calme, posé, tranquille. Et Gandhi, je pense qu'il l'était. Voilà. Et Gandhi, d'ailleurs, à qui on n'a jamais attribué le prix Nobel de la paix, et on devait lui attribuer l'année où il est mort. Et il n'a pas eu le prix Nobel puisqu'il était plus de ce monde. C'est incroyable ça. Et il n'y a pas eu de prix Nobel cette année-là. Alors, finalement, je crois que votre père quitte le pays pour des raisons politiques, Gims, et puis vous arrivez en France, mais alors sans argent, sans rien. Oui, effectivement. Moi, à cette époque-là, je suis amené à gauche, à droite, je suis un enfant. Oui. Donc j'imagine aujourd'hui ce qu'ils ont dû traverser les parents, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. En plus, vous avez 14 frères et sœurs. Ah, on est beaucoup, oui. Ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Et alors, vous avez tout connu, je crois, les familles d'accueil, les squats, tout. J'ai tout connu et je pense que c'est, je dirais pas que j'ai eu la chance de connaître tout ça, mais ça a forgé le personnage, ça a sculpté un peu le personnage. D'ailleurs, à propos de forger, Forge-les-Bains est Forge-les-Bains, exactement. Oui, c'est un très mauvais souvenir. Vous êtes un freestyler. Hein. Oui. Ça, c'est des talents de freestyler, ça. Ah bon? De tout de suite trouver le mot, bam, bam, la rime qui va, c'est... J'y suis arrivé. Et c'est vrai que Forge-les-Bains, je crois, Gims, c'est un mauvais souvenir pour vous. Ouais, c'est pas terrible parce que on était quand j'y suis arrivé, j'ai eu l'impression d'être abandonné un petit peu. Oui. C'est le concept, hein, on y restait la semaine, le week-end on pouvait avoir de la visite ou partir un petit peu. Ouais, et on en garde des traces finalement plus tard. Quand même, ouais. Hein, dans sa tête. Alors, je crois même que ensuite il y a eu le lycée Jacques Decour, et je crois que vous avez dormi dans des cages d'escalier. Oui, à cette époque-là, c'était particulier. Oui. On va dire, c'était le collège Jacques Decour, collège-lycée, avenue Truden. Un très beau lycée d'ailleurs, mais 3500 élèves, donc compliqué. Ouais. Et alors, parmi les anciens élèves, il y a Édouard Branly, dont les recherches ont abouti à la naissance de la radio. Ah bon? Et il était dans ce collège. Incroyable. Alors, vous avez aussi, je crois, volé de la nourriture chez Leclerc. C'est vrai ou non? C'est vrai. J'ai dû le raconter dans un livre. Oui, je crois, oui. C'est vrai. À l'époque, on pouvait manger gratuit, je crois. Je pense, je sais pas que je pensais, mais c'est vrai que c'était pratique, vu que c'était super grand, pour se cacher. À ne pas faire, hein, les enfants. Non, mais en plus, ça ne se fait plus aujourd'hui. Ben non, ça ne se fait plus. Il n'y avait pas les caméras à l'époque, non?
Je pensais pas qu'on allait me ressortir celle-là. Là. Pas mal. Ouais. Et il y a aussi le Ed, de la rue de Dunkerque, vous avez volé des Twix. ED, oui. Vous avez connu ED ou pas? Oui, bien sûr, oui. C'était il y a longtemps. Mais dingue, hein. Qu'est-ce que c'est devenu d'ailleurs ED? Je crois que ça a changé de propriétaire plusieurs fois. C'est incroyable ED, hein. C'était mon magasin préféré. Hein. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Ils avaient des Twix. Ben voilà, et vous les voliez aussi. Ah, quelle époque. Oui, mais on pouvait... Alors, en plus, le Twix s'appelait Raider jusqu'en 1991, je ne sais pas si vous le savez, et le slogan, c'était Raider s'appelle maintenant Twix, et finalement, ça a totalement raté, ce slogan, et l'expression maintenant, c'est celle qui donne des tentatives ratées. Quand on rate quelque chose, on dit on fait un Twix. Ah bon? Oui. Bah, écoute, on en apprend tous les jours. Et vous aimiez aussi les yaourts à la fraise à cette époque-là? Ouais. Ah, vous avez des détails, hein. Bah ouais, ça, c'est le livre, ça. Vous avez je me suis renseigné. Ah, c'est bien. Et puis, vous allez faire les vanilles maintenant. Ah bon, c'est meilleur. Ouais. Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous avez réussi à échapper, non sans mal, au trafic de cocaïne, Gims. Bah écoutez, on va dire que j'ai évolué dans un milieu où voilà, c'était mon quotidien, quoi. Voilà. Il y a des oncles, ils en vendaient, donc c'était là à proximité. J'aurais pu, je pense, bien sûr, participer ou apprendre le métier. Mais bon, j'étais tellement absorbé par l'art, l'artistique, le dessin, la musique. Un jour, quand même, vous avez hésité. Je crois que vous avez demandé à votre cousin si vous pourriez pas rentrer dans le réseau. Ouais, c'est vrai qu'un jour, j'ai hésité. Parce que je voyais qu'il se faisait beaucoup d'argent. Il comptait de l'argent tous les soirs. Oui. C'est incroyable, ce boulot, quoi. Mais c'était le 19e déjà il y a quelques années. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, Joël, il était une fois habité ce quartier et au pied de son immeuble, il y avait déjà des trafics de cocaïne. Bah bien sûr. Voilà. Alors finalement, toutes ces difficultés nous vous ont donné le goût, Gims, de ne jamais rien lâcher. Ouais, c'est la musique. Hein. Quand j'ai senti qu'il se passait quelque chose, vraiment, ça m'a aidé à me concentrer uniquement à la musique parce qu'il se passait quelque chose. Il y a des promesses qui arrivaient, quoi. Mais comment c'est venu le goût de la musique? Ça a toujours été là, mais d'en faire un métier, de s'y consacrer totalement, ça a été un choix, ça a été beaucoup de réflexion. Parce qu'enfant, vous chantiez avec votre père, avec d'autres membres de la famille? Enfin, je m'amusais, on va dire, au centre de loisirs, je faisais des pièces de théâtre, j'écrivais des textes avec des copains. C'était pas vraiment sérieux. Il y avait un centre de loisirs, effectivement, où vous commenciez à chanter, même au collège. Et d'ailleurs, je crois que c'est là où vous avez connu les premiers membres de section d'assaut. Oui. Au collège Jacques Decour, justement. Voilà. Et ils sont devenus des copains, mais vous n'imaginiez pas faire un groupe un jour avec... Pas tout de suite, non, pas comme ça. C'était les années 2000, hein, 2001. Oui. En 2000, on a monté le groupe en 2002. Ça s'est fait vraiment comme ça. Vous sentiez Pourquoi vous hésitiez alors que vous sentiez qu'il y avait quelque chose? Bon, c'était vraiment, je prenais pas ça au sérieux au début. C'était vraiment pour se voir après les cours et freestyler parce qu'on aimait faire du rap, on aimait envoyer des textes. Il y avait un atelier rap qui était dirigé par Yannick et Philippe, je crois. Oui, c'est ça, exactement. C'est deux copains. C'était un peu les éducateurs, on va dire. Ils avaient ce rôle-là un petit peu. Donc il y avait les ateliers rap, on découvrait un peu le rap français, la scène, des rappeurs qui venaient nous voir, expliquer comment ça marchait dans le milieu, etc. C'était un peu les débuts du rap. C'était les tout débuts. Donc c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. J'avais 13 ans, 12 ans. Oui, et alors, il y avait votre voix aussi, parce que votre voix tout de suite, elle a été très haute. Vous auriez pu faire de l'opéra tout de suite. C'est vrai que j'aurais pu, mais bon, c'était pas ce qui m'animait au début, j'aimais beaucoup. Mais en faire vraiment mon style, non, c'était pas le moment. C'est pas le moment. Mais encore une fois, cette envie, elle est née petit à petit, vous l'avez développée? Je pense que c'est venu avec l'âge. Je pense que un art comme l'opéra, un style comme l'opéra, ça s'apprécie, je pense, avec l'âge. C'est comme un enfant, vous savez, en général, les enfants n'aiment pas les olives ou n'aiment pas le chocolat noir. C'est des choses qu'ils apprécient avec l'âge. Oui. Je pense que l'opéra, dans le style, c'est à peu près similaire. Un gamin aujourd'hui, lui faire écouter de l'opéra, un petit de 6 ans ou 10 ans, il va peut-être pas apprécier. Il aimerait écouter des sons qui lui ressemblent un peu plus. Et alors, il y a aussi les métiers que vous avez fait en parallèle. Je crois que vous avez été brancardier. Effectivement, ouais, à Montessori, ouais. Port d'Orléans. Et ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré.
Et vous avez été aussi réparateur de vélos ambulants. Ouais. C'est quoi ça? C'est les vélos qu'ils ont mis à disposition en ville, les Vélib. Oui. L'année des Vélib, c'était quand déjà? Je crois 2007. Oui. Ah, c'est ça? Oui. Bah, c'est cette année-là. Et il y en avait beaucoup déjà à réparer. Il y en avait déjà beaucoup à réparer. Et puis vous avez été aussi bagagiste à Disneyland Hotel. C'est ça, C'est ça. C'est venu comment ça? Bah, ça, c'est venu avec la boîte d'intérim de l'époque, Cell Pro. Je ne sais pas si cette boîte existe toujours, mais il y avait pas mal de missions, hein, franchement, et les missions étaient souvent à Disney. Et c'est pas désagréable? Non, c'était marrant. Franchement, c'est une partie de ma vie que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, on vous trouvait un nouveau boulot pour avancer. Bagagiste, cuistot, Donald, Dingo. Vous avez été aussi Donald Dingo? J'ai failli être Dingo, mais j'ai pas eu la chance. Ah, pourquoi? Parce que c'était une question de Dingo, il danse en permanence, quoi. Faut être blagueur, il faut être super, tu vois. Il y avait de la concurrence. Oui. Non, effectivement. Donc vous avez fait bien d'autres choses et finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. On va l'évoquer à travers une autre date, le 26 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Gims. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gims, un nouvel album dont on va parler tout à l'heure avec 18 chansons et une date importante, 26 janvier 2013, vous l'avez sans doute pas oublié. Ouais. C'est les Energy Music Awards, 2 victoires dans les catégories du groupe duo francophone de l'année et de la chanson francophone de l'année avec cette chanson. Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Avant qu'elle parte. C'est un beau souvenir ce soir-là. Ouais, c'est un super souvenir hein, ce soir-là avec la section. Voilà. Et vous attendiez à avoir ce prix? Non. Franchement, on s'attendait à un prix. Oui. Mais pas le deuxième. Ouais, c'est ça en fait. Le deuxième, on est devenu ouf. D'accord. Quand vous entendez, wow. quand vous entendez le nom et que vous devez monter sur scène, qu'est-ce qu'on ressent? Franchement, à ce moment-là, on ressent tellement de choses. Tous les yeux sont braqués sur toi. C'est une sensation, c'est fort. Oui. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est pas une surprise. C'est presque une surprise, mais c'est presque le début d'une consécration. Ouais. C'est tout le travail que vous avez fait. C'est tout le travail qu'on a fait qui se résume un peu, qui est cristallisé, matérialisé avec ce magnifique trophée. Voilà. Que vous avez conservé. Oui. Alors, cette chanson, c'était la 3e d'un album qui portait un titre prédestiné, puisque ça s'appelait Apogée. Et c'est vrai que cet album vous a propulsé vers les sommets. Oui. C'est-à-dire que c'était... le premier album a gentiment marché, mais celui-là a été un immense succès. Celui-là, ça a été un immense succès, vraiment. Il a bien porté son nom, franchement, c'est... Waouh. Et quand vous avez senti le succès, qu'est-ce que vous avez ressenti? Petit à petit, vous l'avez ressenti? Bon, on était en groupe, donc tout est un peu dilué, et c'est une force hein, d'être en groupe, de pouvoir répartir un peu le succès comme ça. Parce qu'on le prend moins dans la gueule? On le prend moins, et on le partage surtout. C'est plus fort quoi qu'il arrive en groupe. Alors, j'ai vu un petit peu sur l'INA ce qu'il y avait. Finalement, le succès a été fulgurant de ce deuxième album. La première télé, c'était 3 mois plus tôt seulement sur France 3, Limousin, un reportage sur une tournée qui affichait complet. Mais à l'époque, on ne parlait pas de vous, c'était complet par le bouche à oreille. Par le bouche à oreille, exactement. Comment c'est né? C'est vrai. C'était les débuts, c'était les fondations. C'était les fondations du groupe. Ça commençait vraiment à faire beaucoup de bruit. Ça nous a dépassés. Et à un tel niveau que voilà, c'était vraiment du bouche à oreille. Les réseaux n'étaient pas vraiment présents à cette époque-là. Ben non, ça n'existait pas. Donc comment est-ce que, quand vous avez commencé avec le premier album, vous avez rempli les salles et même, je crois, Bercy le 22 mai 2012? Ouais, effectivement, vous êtes super bien renseigné. Comment ça s'est fait tout ça? Ça s'est fait avec la force des choses, avec... Je ne saurais l'expliquer. Franchement, ce qui s'est passé avec ce groupe, c'est... je savais à partir de ce moment-là qu'on allait le vivre qu'une seule fois, ça. Il fallait en profiter. Est-ce que ça correspondait à l'ère du temps, à un besoin? Certainement. Les choses sont liées en général. Donc c'était un groupe parisien. Il n'y avait plus de groupe à Paris depuis très longtemps. Et Paris s'est senti représenté. Alors, il y a eu aussi une hystérie totale, et je crois qu'un après-midi, vous êtes allé dans un lycée au Kremlin-Bicêtre, Gims, et ça a été l'émeute. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça a été, mais j'ai vu des images, c'est une hystérie totale des élèves. Très probable. Parfois, je fais des apparitions dans des écoles. Pourquoi?
Parce que c'est symbolique, c'est le passage obligatoire, on est tous passés par là, c'est un endroit où on a besoin de rêver, de se projeter dans l'avenir, c'est un endroit où on parle l'avenir, c'est un endroit où on crée l'avenir. Et de ramener des gens qui peuvent motiver, c'est important. Oui, parce que justement, vous avez connu l'école et les difficultés, et quand vous allez dans les écoles, vous motivez les jeunes, vous leur parlez, Gims? Oui, bien sûr. C'est mon rôle quand j'arrive dans les établissements, comme ça, bien sûr. Et vous leur parlez, vous leur donnez des conseils, vous les motivez? Il faut donner des conseils, il faut motiver et surtout rassurer, parce que voilà, l'école aujourd'hui, c'est... L'école, il faut, avec les réseaux, justement, avec tout ce qui se passe, il faut que l'école soit compétitive. Il faut qu'elle puisse observer chaque élève. On est tous des individualités. Chacun, comme disait Einstein, si on demande à un poisson de monter à un arbre, on va attendre longtemps. Chaque gamin est un génie en soi, un petit peu. Il faut juste savoir déceler, savoir donner le temps à chacun. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, je me suis un peu renseigné dans les journaux, les journaux titrent « Même les mamies aiment section d'assaut ». Je me souviens de ça. Ouais. Ouais, parce qu'on commençait à toucher, à ratisser large pour du rap. Oui. Alors qu'au départ, le rap ne ratissait pas large, vous y êtes arrivé. C'est ça. Et vous savez toujours pas comment. Bon, je pense avec des mélodies. Oui. Je pense avec des mélodies, des refrains pop, un petit peu. Un mélange que vous faites aujourd'hui. C'est ça. Et puis surtout, au départ, Section d'Assaut, c'était un collectif avec 30 membres qui a évolué. C'est exactement ça. Pourquoi il y en a qui sont partis de ça? Bon, il y en a qui sont partis parce que bon, ça fonctionnait pas. C'était de l'amusement un petit peu. Il fallait vivre, il fallait travailler, il fallait faire des choix. Et puis il y avait plusieurs groupes, je crois. Il y avait Assonance, Prototype 3015. C'était d'autres groupes. Exactement. Exactement. C'était un gros. Section d'Assaut était un collectif dans lequel il y avait des groupes. Voilà, c'était une bande de copains en même temps. C'est ça, c'était comme LVMH, quoi. Voilà. Oui. Mais bon, non, la version... Pour moi, c'était plus proche, Gims, de la bande de la Trinité où il y avait Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Ah, ouais. Et à les l'époque, vieilles canailles. Oui, mais les vieilles canailles, quand ils étaient dans les jeunes années 60, c'est vrai. Ils étaient dans un jardin public près de Pigalle et le gardien était débordé et il les assurait qu'il finirait en prison. Ça a raté de ce côté-là. Alors, les débuts aussi, ça a été des albums vendus de la main à la main pratiquement dans les fêtes de village. C'est vrai. Oui, on a acheté... On avait les CD, on les vendait comme ça, c'était vraiment du commerce, quoi. Il fallait trouver ces fêtes de village, ces fêtes de mairie. Fêtes de village, fêtes de mairie, Châtelet-Les Halles, Beaubourg, les endroits peuplés, partout. Et vous arriviez comme ça sans avoir rien demandé? Rien demandé, on vendait les trucs. Et ça se vendait bien? Ça se vendait super bien. Donc vous avez senti qu'il y avait quelque chose? Ben oui. Et puis, vous envisagiez même pas de faire de la radio à l'époque, vous pensiez juste des clips? Oui, juste des clips avec nos réseaux à nous, le peu de réseaux qu'il y avait avant, quoi. Les Skyblog, MSN, MySpace. Et ça marchait par, encore une fois, le début du bouche à oreille. C'est ça. Et puis, Gims, il y avait le bateau phare. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, le bateau phare? Le bateau phare, c'était un bateau sur les quais dans lequel on faisait des concours de clash, de rap. Et j'y ai participé. Ouais, c'était une sorte de ligue d'improvisation. Voilà. Et c'était exactement. Et mais c'était fort, hein, parce que il y avait les meilleurs rappeurs, en gros, du coin. Et on apprenait, on s'affrontait. On s'affrontait comme ça, ouais. Alors, il y a eu une chanson qui s'appelait Coup de pression, mais surtout, il y a eu une chanson... de Coup de pression, mais incroyable. Oui. Et puis, il y en a une autre qui a très bien marché aussi. C'est la terre du milieu. Si t'as ce disque, il y a tous mes potes en bas. Incroyable. Et là, vous me plongez dans le... Puis c'est la terre du milieu. Ce CD, c'est le CD qui se vendait voilà. main. Voilà. Et cette chanson marchait très bien. Ça faisait penser, c'était une référence au Seigneur des Anneaux, non? Oui, la Terre du Milieu, exactement. Vous étiez un fan du Seigneur des Anneaux? Grand fan de Tolkien, bien sûr. Voilà. Vous savez que finalement, il y a eu le film qui a fait 860 millions de dollars de recettes. Wow. Mais 10 ans avant, il y a eu un dessin animé du Seigneur des Anneaux qui a été un bide terrible. C'est pas vrai. Et qu'on a totalement oublié et on pensait que ça ne marcherait plus jamais. Waouh. C'est fou, hein? Et vous étiez fan de ce genre de série? Totalement fan. Vous le regardiez au cinéma? J'ai tout regardé dès le début, dès le tout premier. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on ne sait pas toujours que vous êtes dessinateur et que ces premiers albums, vous avez dessiné les pochettes, Gims. J'ai dessiné la pochette de La Terre du Milieu, justement. Oui. Pourquoi? Le renouveau, parce que j'ai toujours dessiné, Moi, je voulais devenir mangaka, comme on appelle ça au Japon. Oui.
c'était mon objectif un petit peu à l'école. C'est ce que je voulais faire. D'ailleurs, vous avez fait une école d'art graphique. J'ai fait une école d'art graphique à Corvisart dans le 13e arrondissement pendant 2 ans, la communication graphique. En parallèle, j'étais dans la musique, donc très compliqué. J'étais entre les deux et voilà, j'ai lâché l'école. Ouais, mais il y a quand même une BD qui est sortie. Il y a une BD quand même qui est sortie malgré tout. Et que vous avez supervisé. Ouais. C'était la BD tirée de votre vie. Pas vraiment de ma vie, c'était plus de la science-fiction. Vous auriez pu continuer. J'aurais pu continuer. Et vous n'avez pas envie d'en faire aujourd'hui des BD? Stand-by. Là, j'ai mis une pause dessus parce que ça prend énormément de temps, mais je vais y revenir. Et surtout, il y a une chose, c'est qu'à l'époque, vous commencez à gagner un peu d'argent et vous vous montrez très raisonnable avec l'argent, Gims. Bon, écoutez, si vous le dites. Non, vous réinvestissez dans les clips plutôt que... J'ai monté après ma structure. Oui. Donc, quand on monte sa structure, on réalise qu'on va dépenser son argent. Oui. Donc, on réfléchit différemment. C'est très compliqué. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être un cas à part dans cet univers du rap? Un petit peu, parce que aujourd'hui, je crée cette polémique, entre guillemets, du chanteur au rappeur. Est-ce que c'est un rappeur? C'est un chanteur? Il chante, il rappe? C'est propre à moi. Aujourd'hui, c'est... dans ce sens-là, oui, je suis différent. Oui, mais en même temps, c'est peut-être l'une des raisons de votre succès. Je pense aussi. Voilà. Et bien, ce succès, on va continuer à en parler avec une autre date, le 28 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Gims. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gims. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album, 18 nouvelles chansons et pas des moindres. Alors, on en revient au 28 septembre 2019. Vous devenez le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France, je crois 72 000 personnes. C'est ça, et c'est incroyable. Le 28 septembre 2019. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre sur scène au Stade de France et qu'il y a 72 000 personnes? Franchement, il y a tellement de choses qui passent par la tête à ce moment-là, le jour d'avant surtout. Oui. Ce qui est plus fort encore, c'est le jour d'avant. Pourquoi? Parce que tu te dis c'est demain. Oui. Tu te dis c'est demain. Quand c'est le jour J, c'est le jour J. Mais le jour d'avant, il est fort, quoi. Pourquoi la veille. On a peur, on a peur, on est heureux, on est content, on appréhende. On se dit demain, je fais le Stade de France et c'est complet. Oui. Les gens vont venir, les routes seront bloquées, le périph', le CRS. On se dit c'est fou de mobiliser autant de gens, quoi. C'est magnifique. Et on a le trac quand même avant d'entrer en scène. On a quand même du trac, oui. Mais on est heureux en même temps. Bien sûr. Alors, en plus, je crois que vous auriez faire plus, parce qu'à l'époque, il y avait une piste d'athlétisme qui enlève pas mal de place, mais qui va disparaître après les Jeux Olympiques. C'est ça. Donc on pourra mettre 80 000 ou 85 000 personnes. Exactement. Alors, finalement, tout a commencé, Gims, 6 ans plus tôt, quand vous avez décidé de faire une carrière solo et sorti votre premier disque, Subliminal. Je me tire, je demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, loin d'ici. Alors, c'est paradoxal, c'est que je me tire alors que vous commencez. C'est assez étonnant. C'est vrai que c'est assez étonnant. Mais bizarrement, à cette époque, j'avais vraiment envie de me tirer. J'avais envie de... Je me sentais bizarre parce que je suis parti en solo. Je me suis séparé du groupe. Et ça marchait en même temps, ça fonctionnait. C'était très bizarre. Et cette décision de quitter le groupe, c'était une envie d'être tout seul ou... C'était une envie d'expérimenter seul, un album solo, avec mon univers à moi à 100%. Ouais. Mais après, je devais faire une tournée que j'ai annulée. Je me souviens que je devais partir en tournée pour cet album. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Parce que je me sentais pas bien. Ouais. Je me sentais pas prêt à partir encore en tournée. Je suis parti que plus tard pour le deuxième album. Vous aviez peur que cet album soit un coup d'épée dans l'eau? Ouais, j'avais peur que ça fonctionne pas, que les gens ne m'attendent pas en solo forcément, qu'ils me préfèrent en groupe avec la section. Mais finalement, vous avez choisi, Finalement, j'ai choisi d'y aller, j'ai choisi de faire ce solo et... Ça a marché. Et ça a marché. Et pourquoi Subliminal, d'ailleurs, comme titre? Subliminal, parce que j'ai trouvé que ce titre, il permettait plein de choses. Il permettait de faire passer plein de messages sans les dire vraiment. Je trouvais ça marrant. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que vous créez la surprise avec des clips, dont un qui s'appelle « Ceci n'est pas un clip ». Là encore un paradoxe. Oui. C'est ça, j'ai repris... comment s'appelle ce peintre? Magritte? Non, pas Magritte. Si. C'est ça, hein? Magritte, oui. Magritte, avec « Ceci n'est pas une pipe ». Oui. Donc c'est un clin d'œil à ça. Voilà. Mais encore faut-il connaître Magritte. Encore faut-il connaître Magritte. Votre culture, vous qui est belge, hein?
Oui, c'est ça. Ouais. Votre culture, vous l'avez fait à l'école ou ensuite Après l'école. Après l'école, vous avez eu envie de lire Ouais. Moi, je faisais partie de ces gens à l'école. J'étais le poisson qu'on essayait de faire monter à l'arbre. Donc, je suis passé un peu à côté de ma scolarité, mais après, j'ai beaucoup appris. Bah écoutez, le nombre de gens que je rencontre qui disent on ne comprenait rien aux livres de français avant l'école et on a commencé à lire les classiques ensuite, c'est votre cas aussi. C'est mon cas. Voilà. Et vous lisez beaucoup, vous aimez... Ouais, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de conférences sur à peu près tout. Je suis quelqu'un qui est de très curieux. Voilà. Alors finalement, cet album dont vous aviez peur, 1 million d'albums vendus et un fan club qui commence et qui se développe. C'est ça. C'est le nom Gims commence à se positionner, s'établir. Ouais. Et ça vous surprend, ça vous rassure? Bah, ça me rassure, ça me surprend avant, déjà. Oui. Quand on m'annonce que c'est numéro 1, je suis numéro 1 par là, je suis numéro 1 partout, c'est un carton. Oui. Bon, je suis content, ça me rassure, et je me dis, waouh, c'est... Vous ne pensiez pas en arriver là? Pas aussi vite, quoi. Vous avez cette crainte de ne pas réussir? Toujours. Ah, ça c'est toujours là. Toujours là? Ça, je pense que c'est important, ça doit être toujours là. Oui, parce que sinon, c'est comme quand on rentre en scène et qu'on n'a pas le trac, c'est qu'on a fini sa carrière. C'est ça. Alors, à l'époque, bien sûr, j'ai retrouvé des éléments de journaux, les mêmes arguments. Pourquoi mettre Gims? Je crois que ça vient des arts martiaux, non? C'est ça, voilà. Ça vient de ma passion pour les arts martiaux, les mangas, le sensei, le maître, oui, évidemment. Bien sûr. Donc c'est venu comme ça, un jour, il fallait trouver... Moi, je trouvais que ça sonnait bien, oui. Depuis tout petit. Hein. Ah, depuis Maître Gims, je trouvais que ça sonnait trop bien. Et puis les lunettes, alors il y a des gens qui ont écrit dans les journaux que vous portez des lunettes parce que vous pouvez vous promener dans la rue sans lunettes et on ne vous reconnaît pas. Ça fait partie du... C'est vrai que c'est une des raisons. Oui. Ça marche encore dans certains pays, dans certains coins. Oui. Mais bon, à Paris, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais c'est venu comme ça aussi, les lunettes, un jour? Les lunettes, c'est venu dans les tout débuts. J'avais fait un freestyle, ce qu'on appelle un freestyle sur Internet à l'époque, oui. Dans les tout débuts des réseaux. Et j'avais des lunettes. Et donc, dans les commentaires, les gens m'appelaient l'homme aux lunettes. C'est drôle, ça. Donc, du coup, pour qu'on puisse m'identifier, je marchais avec des lunettes. Voilà. Alors, il y a un autre acteur célèbre qui a porté des lunettes, c'est Daniel Radcliffe dans Harry Potter. Mm-hmm. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces lunettes, on a découvert pendant le tournage du premier film qu'il était allergique aux lunettes rondes. Et il a dû les porter pendant tous les films. Ah, c'est dingue, ça. Et aujourd'hui, il ne porte plus du tout. Et vous avez besoin de lunettes ou pas du tout? Si j'ai besoin de lunettes... Ouais. Dans le... Non. Il y a une formule qui dit d'ailleurs, c'est pas que j'ai besoin de lunettes, mais je les ai achetées, il faut bien que je m'en serve. Alors finalement, à l'époque, chaque fois, vous réinvestissez tout ce que vous gagnez dans des clips. Vous faites au maximum pour que le public en ait pour son argent, si j'ose dire. Bah ça, c'est l'époque où je commence à rentrer dans le vif du sujet, donc l'indépendance, etc. On commence à comprendre le métier, on va dire. Oui, et puis surtout, vous avez suffisamment souffert pour ne pas gâcher ce que vous gagnez. Ah oui. J'ai de l'expérience, je sais d'où je pars, où je vais. Donc, tout est vu différemment. Alors, il y a la chanson et il y a les activités annexes. Je crois que vous avez un jour une boutique en 2014 rue Ticton, oui. Et que ça a été une émeute le jour de... Oui, on avait fait l'inauguration en 2014. Oui. En 2014. 9 rue Ticton, exactement, vers Châtelet-Léal. Le magasin s'appelait Vortex, donc c'était ma première marque de vêtements, de merchandising pour les tournées, etc. C'était les débuts d'une grande aventure. Voilà, parce que je crois qu'il y a eu 8 heures d'attente pour les fans. Oui, il y a eu du monde, je me souviens. Quand Claude François passait quelque part, c'était 6 heures, vous avez vu le record, c'est 8 heures. Et il y a eu une séquence de dédicace qui a été absolument folle. Oui. Je vois les images. C'est ça. Ça fait pas peur quand on voit autant de fans devant soi? La peur, je sais pas si c'est de la peur, pas pour moi en tout cas, c'est plus de l'étonnement, de la fascination, ça reste quelque chose de fascinant. Bien sûr. Ouais. Parce qu'encore une fois, vous ne l'imaginiez pas. Mais oui. Et la mode, c'est une passion? Passion, non, mais quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien les beaux vêtements. Oui, mais en même temps, il fallait choisir. Tout ce que vous faisiez en merchandising, c'est vous qui l'avez choisi. C'est moi. Bien sûr, en tant que Congolais, ça fait partie de la culture de se saper, de connaître. Oui. C'est très important pour les Congolais. Je ne savais pas. Ce sont les sapeurs, on les appelle les sapologues.
Ah, je ne savais pas. Ah oui. Ah, merci de m'apprendre quelque chose. Alors, surtout, vous prouvez le temps de vous occuper de vos enfants. Et je sais que vous avez toujours voulu, Gims, que vos enfants ne soient pas des gosses de riches. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on veut, qu'on veut éviter. Quand on peut promettre, garantir à ses enfants un certain niveau de vie, on peut très vite basculer dans quelque chose de, voilà, c'est normal, d'une normalité, chose d'acquis, et c'est important de rappeler aux enfants la réalité des choses, la valeur des choses. Hein. Mais c'est pas si fréquent non plus. Écoutez, en tout cas pour moi c'est important parce que j'ai pu voir les milieux, toutes les classes sociales, on va dire, hein. Oui. Les pauvres, la classe moyenne, la classe au-dessus, etc. Donc je peux en parler. Et vous en parlez bien. Et vous chantez aussi bien parce que finalement Merci. les albums se succèdent et le succès ne se dément pas. Voici une autre chanson qui également a été un succès. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Et c'est vrai que le public vous aime. Alors cet album, c'est drôle parce qu'il y avait la pilule bleue avec la musique pop urbaine et la pilule rouge avec la musique plus rap. Ouais, c'était un concept tiré du film Matrix. Oui. Avec Keanu Reeves. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Et puis il y avait quelqu'un qui avait fait ça avant vous avec le spectacle rouge et le spectacle bleu. C'était Gilbert Bécaud en 88 à l'Olympia. C'est dingue, hein, vous ramenez les vraies références. Ah là, et comme il y avait tellement de chansons... Je suis grillé, ça y est. Mais en plus, c'était 2 jours différents. Les gens venaient 2 fois, donc c'était gagné d'avance. Et il y a une autre chanson aussi qui a été un gros succès. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Caméléon. Alors Caméléon, c'est aussi la naissance d'une chaîne YouTube qui fait un carton, je crois, qui a 5 milliards de vues sur cette chaîne YouTube. Ouais. Comment c'est né ça? C'est né... c'est vrai que c'était... j'avais refait la chaîne YouTube. Donc c'était une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle je repartais à zéro. Oui. Et la chaîne a explosé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards. 5 milliards et le clip de Caméléon a été vu 10 millions de fois en 2 semaines. Waouh, vous avez des vrais chiffres, hein, en 2 semaines. Ouais. Nous, on a une chaîne YouTube sur Sud Radio qui marche très bien puisqu'on a plus de 700 000 abonnés, mais on n'en est pas encore à 5 milliards de vues. On espère y arriver. Et puis, il y a une chanson étonnante aussi dans votre répertoire, c'est celle-ci. Mais tu iras où si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. Reste avec Sting. Alors un duo avec Sting, c'est pas si fréquent. C'est né comment? Waouh, ce duo, c'est vrai qu'il est surprenant. Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, waouh, quand même. Ouais. Il est né avec de l'audace, du culot un petit peu, du stress, parce que j'ai dû aller le voir. J'ai rencontré lors d'un festival. J'avais cette chanson que j'avais calibrée pour Sting. Hein. Oui. Donc je me suis dit, j'en ai parlé avec la maison de disques. Et on s'est dit qu'il faudrait contacter Sting, quoi. On va essayer. Oui. Donc il était en tournée en France, en promo, etc. Je l'ai rencontré lors d'un festival. Je suis arrivé au culot avec mes écouteurs. J'ai dit bonjour et tout. J'étais un peu stressé. Et vous connaissez? Il me connaissait pas, non. Ouais. Je crois qu'il avait peut-être entendu parler de moi. Mais... Donc je lui ai fait écouter le son. C'est encore un fœtus, le son, un yaourt. Et là, tout de suite, il se dit waouh, il a bien aimé. Il a dit mais attends, tu chantes comme moi. Tu chantes comme moi, j'ai l'impression. Et c'est vrai que j'avais fait un yaourt, des petites vocalises où j'imitais un peu Sting. Voilà. Et il a bien aimé. Et finalement, il a accepté. Il a accepté. C'était un grand moment. C'est un grand moment, très grand. C'est que Sting est le sosie de Christophe Colomb. À tel point, Ridley Scott a voulu l'engager pour tourner le film sur Christophe Colomb et ça s'est pas fait en dernière minute. C'est dingue. C'est fou, hein. C'est incroyable, ça, je savais pas. Alors, mais ça a été un immense succès aussi, cette chanson, non? Ouais, beaucoup marché. Et vous avez peut-être, il y a eu d'autres duos ensuite, mais il y a eu surtout des duos aussi dans ce nouvel album dont on va parler à travers une autre date, le 2 décembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Gims.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gims. Donc on a parlé de votre passé, de tout ce que vous avez fait. Et puis vous êtes toujours là puisque le 2 décembre 2022 sort Les Dernières Volontés de Mozart. Alors c'est un 5e album qui sort maintenant. Et maintenant c'est justement le titre d'une des chansons de l'album. Maintenant, je ne perds plus de temps, j'avance. Je n'ai plus confiance. Quand tout s'effondre et tout devient sombre, je me perds dans mes pensées. Comme si j'étais tout seul au monde, personne pour m'écouter. Vous présentez Gims cette chanson comme un mea culpa. Un petit peu, oui. C'est-à-dire? C'est vrai que cette chanson, c'est une grosse interview, j'ai envie de dire. Ah bon C'est une façon de répondre avec des mots très courts, parce que c'est une chanson de 3 minutes et quelques 4 minutes. Des mots très courts, mais qui font tout de suite, qui vont droit au but directement. Et avec le refrain, etc. Et c'est une façon de revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis le début d'année. J'ai pas fait d'interview, j'ai pas fait de télé, je me suis pas manifesté. Et ça a tellement parlé de moi que je me suis dit, bon, je veux pas faire comme si rien ne s'était passé, je vais faire cette chanson et j'ai décidé de la sortir dans un premier temps. Voilà, c'est une sorte de droit de réponse. C'est ça. Mais en même temps, vous savez que dans cette société, on dit une chose aujourd'hui, c'est oublier le lendemain. C'est vrai. C'est vrai que ça fait partie aussi de... Ça vous a étonné qu'on dise des choses sur vous alors que vous n'étiez même pas au courant? Étonné, non, parce que j'y suis habitué maintenant. Ça fait... je suis arrivé avant les réseaux sociaux, j'ai vu le début des réseaux, j'ai vu comment ça fonctionnait et c'est le jeu. Écoutez, c'est comme ça. Bah, faut s'habituer, il faut le supporter surtout. C'est ça. Et il faut pas toujours répondre. Pas toujours. Alors, dans cet album, Les Dernières Volontés de Mozart, il y a 18 chansons. Et Mozart, on s'y attendait pas. On écoute l'intro, justement, Mes Dernières Volontés. Écoutez, transmettez mes dernières volontés. Là, on est carrément dans un opéra. On est dans un opéra totalement. Mes intros se ressemblent depuis Subliminal. Voilà. Toujours très lyrique. Pourquoi ces Dernières Volontés de Mozart? Comment est venue l'idée? On s'attenta à Mozart avec vous. Je trouvais le titre accrocheur et je savais que ça allait créer l'ambiguïté. Est-ce que Gims se prend pour Mozart ou... Ouais. Les volontés, on va dire, on aurait pu l'interpréter par l'héritage, c'est-à-dire ce que Mozart a laissé, ce que Bach a laissé, ce que Beethoven a laissé, peu importe, ça aurait pu être un de ces virtuoses. C'est un peu une façon de se rendre compte que ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu c'est l'héritage de ces gens-là. Oui. Donc c'était un peu une volonté. Beethoven disait que sa musique est pour les prochaines générations. Il le disait déjà à son époque. Donc ça en dit long. Vous aimez Mozart, Beethoven? Vous avez beaucoup écouté? J'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup ce qu'ils font. La musique classique fait partie de votre discothèque. Ah oui. Quand vous voulez être tranquille, quand vous voulez... C'est ça. C'est un habillage sonore permanent, même dans mes réseaux, etc. Alors, il y a une chose étonnante qu'on ne sait pas beaucoup sur Mozart. Il s'est souvent amusé à déformer son identité. Je ne sais pas si vous le savez. Il a plusieurs noms. Oui, il avait Trazom, Wolfie, Gangflo, Wolfie. Gangflo, c'est du Verlan, tout simplement, avant la lettre. Et Mozartini. Mais curieusement, il n'a jamais signé Amadeus. C'était fait après sa mort. Incroyable. Hein. C'est incroyable. C'était quelqu'un de très blagueur. Hein. Oui, je crois. Mais... Il avait un humour particulier. Ce que vous avez aussi. L'humour est important pour vous. Très important. Alors, il y a une chose étonnante, c'est que vous n'êtes plus Maître Gims, mais Gims. Pourquoi? Écoutez, on va dire que ça a simplifié beaucoup de choses. Ça a simplifié beaucoup de choses parce qu'un coup, on va m'appeler Maître uniquement, on va plus m'appeler Gims. Un coup, on va trouver que c'est prétentieux. Donc Gims, c'est très bien. C'est très bien. Alors, ce qui est étonnant aussi dans cet album, Les Dernières Volontés de Mozart, que les fans vont s'arracher, j'en suis convaincu, parce qu'il y a de la musique et des paroles, ce qui n'est pas si fréquent aujourd'hui. Et il y a un teaser où vous apparaissez entouré de figurants masqués et vêtus de blanc. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est Thémistocle, là. Oui, ça c'était Thémistocle, bien sûr, mais pourquoi cette image?
Cette image, elle renvoie, c'est très artistique, elle renvoie au voilage de face, le fait d'être se cacher derrière les choses à chaque fois. Ouais. Là, j'apparais avec du monde, je peux pas me cacher. Il y a que moi, il y a que mon visage qu'on verra. De toute façon, c'est très artistique, enfin c'est très particulier, mais ça renvoie à ça. C'est encore le dessinateur qui a parlé là. Là, c'est le dessinateur qui parle. J'interprète le tableau. Voilà ce que veut dire ce tableau. Et Thémistocle, bah justement, on va l'écouter. Annonce-leur tous que je vais rentrer tard. J'ai mis 2 grenades dans la guitare. Bise sur le front tout comme un rital. Tridimensionnel comme Levi. Je croise une meute de paparazzi. Je comprends bien que c'est pas le paradis. Génies sont passés par l'asile. Pec abdos mais pas un radis. Les années passent, les cadavres s'empilent. Les pas sont lourds, les poches sont remplies. Alors là, il faut savoir que le début de la chanson, c'est un texte de Thémistocle, l'homme d'État qui a sauvé Athènes et dont le nom est un symbole de démocratie. Et ensuite, on passe au rap d'aujourd'hui. C'est vraiment le mélange total. C'est vrai, bon, j'aime beaucoup le film 300 qui m'a renvoyé à ce titre Thémistocle. J'ai découvert Thémistocle à travers ce film, donc je me suis un peu renseigné sur lui. Oui. Donc cet homme, ce fin stratège, cet homme d'État qui a combattu les Perses. Et qui a sauvé Athènes. Qui a sauvé Athènes avec Léonidas quand il l'envoie au front les Spartes. Quand on sait qu'Athènes et Sparte, ils sont en guerre, hein, c'est un peu Paris-Marseille. Oui. Donc, c'est une prouesse qu'ils font à cette époque-là, face à l'armée de Xerxès. Exactement. C'est incroyable. Donc, il fallait rendre hommage à cet homme d'État, ce fin stratège très éloquent. Les Grecs et les Spartes étaient connus pour leur éloquence. Ils ont eu de très grands philosophes. Le père de tous, Socrate. Oui. Donc, c'était un honneur pour moi d'appeler cette chanson Thémistocle. Je trouve ça bien. Et mélanger le rap, justement, traditionnel à ce texte de Thémistocle, ça vous paraissait un beau mélange? C'est un beau mélange, ça va avec l'album, ça va avec la culture. Je trouve ça bien de sensibiliser les gamins, les gens qui m'écoutent sur ça. Oui, parce que Thémistocle, dans les écoles, je suis pas sûr qu'on l'apprenne aujourd'hui. Non, on l'apprend pas. Dans Tintin et les mystères de la Toison d'Or, il y a, que une génération a vu, il y a un personnage qui s'appelle Thémistocle. Ah. C'est le seul exemple que je connaisse. Sacré Hergé. Sacré Hergé, voilà. Alors, il y a aussi une autre chanson qui est importante et qui mélange les générations, c'est celle-ci. Je suis toujours là. Après vous, madame. Après vous, madame, sur un sample d'Edith Piaf, La Foule. Le début de La Foule. Pourquoi mélanger le début de La Foule de Piaf, qu'on connaît tous, avec Après vous, madame, et cette chanson? Alors, pourquoi ne pas le mélanger? Oui. Pourquoi ne pas le faire découvrir à une nouvelle génération qui ne sont peut-être pas sensibles à tous ces classiques? Je trouve que c'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que Piaf, vous connaissiez La Foule, vous connaissez... Moi, je connais. Oui. Mais les enfants nés en 2009, 2011, je sais pas s'ils connaissent Mozart, je sais pas s'ils connaissent Piaf, etc. Et je trouve que c'est le moment de faire la jonction. Vous savez comment elle est née, cette chanson, La Foule, Gibbs? En fait, Edith Piaf est dans un pays d'Amérique du Sud, un soir dans un cabaret, elle entend la musique. Elle achète immédiatement les droits. Le lendemain matin, elle revient en France avec la musique et elle cherche un auteur pour faire des paroles. Et c'est Michel Rive-Gauche, qui est débutant, qui vers 3h du matin l'appelle, lui dit, voilà, j'ai trouvé, c'est La Foule, et ça va devenir un immense succès. Incroyable. C'est né comme ça. Wow. C'est elle avait le sens des musiques et des mélodies. Du génie. Voilà. C'était un génie de voix aussi. Ah bah oui. Belle histoire. Je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de chanteuses qui ont cette voix. Et puis aussi, dans cette chanson, quand on arrive en ville, c'est un clin d'œil à Starmania? Bien sûr, Balavoine. Voilà. Vous avez... hors norme, Balavoine. C'est-à-dire? Hors catégorie. Une voix unique. Oui. Une voix unique, une interprétation unique. Quand il interprète, quand on arrive en ville, là, c'est... incroyable. Et quand il est arrivé dans Starmania, il avait fait un succès, mais on ne le connaissait pratiquement pas. Non. C'était un inconnu total. Pour moi, lui, c'est un génie qui est passé par là et il est parti. Et vous savez qu'il n'aurait pas dû prendre l'hélicoptère. C'était en dernière seconde, il y avait une place, il dit « je monte ». Ah, je savais pas ça. Voilà. Il n'aurait jamais dû prendre l'hélicoptère. C'est le destin tragique, hélas. Et c'était un garçon qui avait un très grand avenir, qui a eu beaucoup de mal à réussir, mais qui a réussi très très vite. Alors, il y a aussi une autre chanson qui est importante dans cet album. Puis une autre chanson qui est importante dans cet album, c'est Demain. Tout est devenu clair le jour où
Alors là, c'est un duo avec Carla Bruni. Ouais. Étrange, hein. Étrange duo. Ah oui, expliquez-moi. Étrange duo parce que j'aime les choses inattendues. J'aime rêver et je me suis dit oui, partons sur ce duo. J'ai rencontré Carla Bruni sur un plateau. Ensuite, je l'ai invitée sur cette chanson. Et elle a accepté tout de suite. Elle a accepté. Et puis, il y a une autre chanson aussi qui s'appelle Horizon. Donc là, vous regardez vers demain, l'horizon, en oubliant le passé. En oubliant le passé, exactement. Pourquoi? En continuant d'avancer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avancer sans arrêt? Sans arrêt. En tout cas, dans ce métier. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où vous avez douté de l'avancement? Il y a des moments où on doute, on lève le pied, parce que ça fait longtemps que ça dure, et on se dit, est-ce que ça va continuer comme ça encore? Vous avez vendu 6 millions d'albums. Est-ce que vous mesurez le chemin parcouru ou est-ce que vous êtes toujours surpris? Je pense que je suis toujours surpris. Il faut rester surpris, je pense. Il faut rester surpris. Il faut se dire que ça peut s'arrêter, que c'est exceptionnel. Il faut continuer à se dire ça, quoi. C'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. Oui, mais pour vous, c'est devenu normal presque, non? Je pense que c'est devenu normal pour les gens. Pour moi, je suis conscient que c'est pas normal. Cet album, ça a été des mois de travail? C'est des mois, des années même, hein, de travail, de réflexion. Ah bon? J'ai écrit cet album sur la route, hein, en pleine tournée. Oui. Avec des pauses par-ci par-là, des nuits blanches à l'hôtel où on aménageait des chambres d'hôtel en studio parfois. Pour enregistrer la nuit? Pour enregistrer la nuit. Pourquoi vous préférez? La nuit, il y a une magie particulière souvent, ouais. Et ça ne réveille pas les autres pensionnaires de l'hôtel? Je pense pas. On s'est bien organisé. On était bien organisé. Et puis, l'avenir, ça va être une tournée, bien sûr. La tournée, bien sûr, qui va accompagner cet album. Une longue tournée, comme d'habitude. Vous aimez repartir sur les routes? Au bout d'un moment, ça commence à manquer, c'est vrai. Puis avec le Covid, avec le confinement, ça n'a pas dû être facile. Ouais. Ah bah oui, le Covid, on a eu l'impression qu'on ne tournerait plus jamais. Vraiment. Vous l'avez vécu comment? Moi, je l'ai vécu avec beaucoup de recul. Ça m'a permis de rester aussi en famille. Oui. Chose que j'ai pas l'habitude, malheureusement, parce que tourner, ça marche, quoi. Et puis le grand événement, c'est quand même la finale de la Coupe du Monde, car vous allez chanter à la finale de la Coupe du Monde, Gims. J'avais presque oublié, vous voyez. Oui. Comment c'est venu, ça? On parle du Covid, justement. C'était pendant le Covid qu'on a mis en place tout ça avec la FIFA et le Qatar. Oui. Donc à cette période-là de confinement, c'était inespéré de parler de Coupe du Monde, de gens qui allaient se réunir dans un stade. C'était quasi impossible, c'était utopique. Donc j'ai tout de suite accepté. Et on y est maintenant, on est à quelques jours. Eh ben on va écouter la chanson. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. Passer du Stade de France à la finale de la Coupe du Monde, finalement, c'est une autre forme de consécration. Franchement, c'est vraiment... Ça m'est tombé dessus, hein, honnêtement. Hein. Je ne saurais l'expliquer autrement. Oui, mais vous ne savez pas l'expliquer, mais ça se passe comme ça, et j'espère, et je suis convaincu que ça continuera, et que les dernières volontés de Mozart ne seront pas les vôtres. Écoutez, continuez comme ça, avec cette modestie, cette discrétion, et d'aussi belles chansons qui touchent un large public. Merci beaucoup. Merci. Jacques. Merci Gims, les clés d'une vie. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.